Alors Bertrand de la Bessière, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir ici à Paris. Voilà, c'est loin de Toulouse, mais bon, de temps en temps, il faut sortir aussi de ses zones de confort. Alors, je t'accueille parce que tu seras un de nos conférenciers de la deuxième édition du Festival de la Merveille et des Mystères. Donc, je le rappelle, au Château Le Quinor à Fervaques dans le Calvados. En train, c'est la ligne qui va à Lisieux, pour les gens qui viennent de Paris. Après, on vient chercher nos hôtes et on les emmène au Château Le Quinor, qui est à 17 km de Lisieux. Et donc, tu es donc un de nos conférenciers et tu interviendras plus spécifiquement le dimanche 30 juin dans le cadre de notre réflexion sur l'alchimie spirituelle. Bon, je ne vais pas en dire davantage pour l'instant, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te définir et nous expliquer ton parcours, Bertrand ? Alors l'alchimie, c'est une vieille histoire, parce que ça a commencé en 1972, lorsque j'ai rencontré, donc il y a 50 ans, donc, lorsque j'ai rencontré, j'étais très jeune, Étienne Perrault, qui s'était fait connaître comme traducteur du I Ching. À l'époque, c'était la seule édition de la librairie de Médicis. Il y en a eu d'autres depuis. Et auteur d'un livre qui s'appelait La Voie de la transformation, d'après Jung et l'alchimie. J'étais dans la bibliothèque, je me rappelle aussi du Corentin. Oui. Un livre d'une belle couleur rouge. Oui, Corentin, c'est très spécial. C'était là, tout son lyrisme et toute sa foi ont pu s'exprimer. Donc j'ai commencé en lisant La Voie de la transformation et en travaillant avec Étienne Perrault d'ailleurs, qui a été mon premier interprète de rêve. On ne disait pas analyste, c'était de l'interprétation des rêves. Et puis onirologue aussi, je pense. Il y a des gens maintenant qui se définissent comme oui, non, mais lui bon, était quand même pétri de Jung. Il avait fait partie des premiers Jungiens français, et puis il s'était un peu écarté à l'époque. Bon, il y avait des différents courants, on va dire. Et lui avait suivi sa voie de manière plus solitaire et plus originale que l'institution. Donc j'avais lu La Voie de la transformation, j'avais lu un autre ouvrage qui s'appelait Des étoiles et des pierres, j'avais lu, bon, comme ça, 3 ou 4 ouvrages vraiment de psychologie alchimique inspirée de Jung, écrits par Perrault. Bon. Ensuite, j'ai poursuivi ma route et j'ai plongé, non pas indirectement, mais beaucoup plus directement dans Jung, et notamment dans psychologie et alchimie, dans Mysterium Conjunctionis, qui est la somme alchimique de Jung. Bon, il faut savoir que Jung a consacré à peu près 30 ans, voire plus de sa vie, à élaborer une herméneutique des grands textes alchimiques et surtout à montrer quel intérêt cela pouvait avoir pour les praticiens, pour les chercheurs, pour ceux qui cherchaient la vérité, mais aussi pour ceux qui accompagnaient d'autres personnes sur le chemin. Mon premier ouvrage, qui est paru en 2013, mon premier ouvrage s'appelait Le travail des rêves en psychothérapie analytique jungienne. D'ailleurs, tu peux nous le montrer, parce que j'ai sorti de bien ma sûr. bibliothèque. C'est un des livres fondamentaux de ma bibliothèque. Merci. Que j'ai relu, reparcouru hier à travers mes notes. Merci. Et alors, mon souci, c'était justement de témoigner de l'intérêt de la connaissance de cette psychologie alchimique jungienne lorsqu'on accompagne des patients et dans le travail des rêves. Tant que je n'ai pas plongé véritablement dans l'alchimie en approfondissant Jung, il y a beaucoup de rêves que je ne comprenais pas. Voilà, je ne pouvais pas les comprendre. Et en fait, la connaissance des phases de l'œuvre,
nigredo, albédo, roubedo, la connaissance des dynamiques que ces phases impliquent, la connaissance des symboles et des images alchimiques m'a beaucoup aidé ensuite et m'a permis d'accompagner avec plus de sûreté les gens dont j'avais la charge, les patients. Cet ouvrage a été poursuivi par un autre ouvrage sur les énergies du mal que je peux montrer également, dont le thème général, c'est qu'est-ce qu'on fait avec certaines énergies qui, si elles ne sont pas métabolisées, peuvent mener au mal. D'ailleurs, on aurait pu inverser la chronologie de ces livres, parce qu'on a l'impression finalement que les énergies du mal, ça nous renvoie à un état premier, c'est-à-dire plutôt chaotique, et puis en fait peut-être que la solution et le moyen de sortir de l'état chaotique, c'est justement de laisser les rêves faire leur travail d'incitation à suivre un processus de transformation, de transmutation. C'est pas tout à fait ça. Disons que lorsqu'on aborde l'inconscient et lorsqu'on se laisse prendre par l'inconscient, je dirais, il déroule un processus. Et bien souvent, ce processus va nous faire passer par le chaos et bien souvent, il va nous amener à recenser ces énergies qui nous mettent en difficulté et à connaître, je dirais, des périodes assez sombres où on est submergé par tout ce qui doit être transformé. Autrement dit, on est dans le plomb et effectivement, l'analyse, l'alchimie consiste à descendre dans ce plomb, à être enténébré par lui et à le transformer en or en assumant tout ce qui apparaît, tout ce que l'inconscient met à jour, tout ce que la vie met à jour qui ne fonctionne pas très bien. Bon. Les énergies du mal, finalement, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, tout ce qui n'a jamais été mis en forme. Et effectivement, une fois que les choses ont été posées sur la table, lorsque l'inconscient nous a servi la soupe amère de notre ombre, dans un deuxième temps, le même inconscient nous aide à transformer cette ombre. Mais il ne faut pas croire que la voie des rêves, par exemple, n'est qu'un chemin tranquille et ne fait que nous apporter des lumières et des bénédictions. Dans un premier temps, elle nous apporte l'ombre et elle nous apporte, disons, la matière première, une materia prima qui doit être travaillée afin que naisse un jour ce que les alchimistes appelaient la pierre philosophale, c'est-à-dire afin que se dégage en nous une conscience, on va dire supérieure, éclairée, afin que se libère en nous une énergie de vie physico-psychique plus stable, afin que nous soyons reliés à ce que les anciens appelaient le flux de la vie inconditionnée. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, il y a un centre en nous qui nous permet d'assumer. Et pas l'ego, parce que je crois que c'est d'ailleurs dans les énergies du mal que tu en fait définis la phase au noir, ou le nigredo, comme étant en fait la défaite de l'ego. Alors, l'émergence d'une personnalité fondée objectivement, l'émergence d'une unité, d'une entièreté qui est faite de tout ce que nous sommes, en blanc et en noir, ce n'est pas l'ego. L'ego, lui, généralement, il ne veut pas entendre parler de ce qui fâche.
l'ego se dispenserait bien de constater qu'il y a des zones d'ombre dans la conscience. L'ego, surtout, il est animé par une volonté de contrôle, une volonté de puissance qui ne correspond, qui lui fait faire des choses, qui lui fait penser des choses, qui ne correspondent pas forcément, même rarement, à l'objectivité. L'inconscient, effectivement, nous dérange et conteste les positions de l'ego. Pour qu'un moi beaucoup plus solide et cohérent advienne, un moi qui est relié à ce que les Jungiens appellent le soi, il faut que l'ego meure. L'émergence du soi, c'est la défaite du moi, ou de l'ego, pardon. Alors d'ailleurs, dans le patrimoine, c'est représenté par les imageries de décollation, comme celle de Saint-Denis, par exemple, l'abaissement. Ça peut être représenté par des décollations, ça peut être représenté par la mise au tombeau, ça peut être représenté par le fait d'être coupé en morceaux. Oui. Justement, peut-être que tu donneras une image emblématique dans le travail des rêves de tes patients pour chacune des phases. Mais avant peut-être d'en venir là, parce que tu nous parles bien sûr d'un processus, et qu'est-ce qui fait que je t'invite au festival qui est centré sur le patrimoine? C'est justement que dans le patrimoine, on a aussi la formulation de ce processus, sous forme symbolique ou sous forme de dispositifs qui ont une visée d'initiation. Et donc le dimanche, quand on va parler d'alchimie spirituelle, on va montrer justement que ce processus, il est décrit dans les livres. Daniel Chouchi nous montrera que il est particulièrement bien d'ailleurs décrit ce processus dans des textes qu'on a oubliés, pas perdus mais oubliés, qui sont les textes arabo-musulmans, qui font référence notamment au soufre rouge, de façon très très claire. Un chaînon manquant de notre connaissance qu'on avait de la chimie, et Daniel est en train de faire un travail considérable de réactualisation de cette littérature-là. Toi, tu nous montreras justement que dans les rêves des gens aujourd'hui, donc c'est toujours d'actualité, ce processus est en œuvre et qu'il y a des éléments qui amènent à réceptionner ces imageries, enfin, ces images archétypales qui témoignent d'un état dégradé de la psyché ou qui sont déjà des incitations à poursuivre ou à engager un processus de transformation. Et moi, l'après-midi, je montrerai que dans ce qu'on appelle une demeure philosophale, à Saint-Germain-de-Livet, on a aussi des représentations symboliques, et puis aussi plus abstraites dans l'architecture, des trois phases du processus, la phase au noir, au blanc et au rouge. Donc ce processus, il se formule sous différentes formes. Et puis, il y a également cette idée que tout nous incite, tout nous appelle à le réaliser. Et justement, la veille, le samedi, on parlera des souterrains initiatiques, qui sont des dispositifs complexes qui avaient a priori comme fonction d'amener les gens à accélérer ce processus de transformation, de transmutation de soi. Donc les souterrains, on les abordera sous l'angle de l'histoire, sous l'angle de ce qu'ils peuvent représenter symboliquement, de leur forme symbolique, sous l'angle aussi de l'énergie qui s'y dégage, mais également sous l'angle de leur fonction. Et parmi les fonctions les plus méconnues des souterrains, il y a cette fonction d'initiation à suivre un processus dont tu as commencé à nous parler et que tu pourrais peut-être essayer de nous synthétiser. Tu nous en parleras bien entendu beaucoup plus précisément et minutieusement lors du festival. Mais est-ce que tu peux, pour les gens qui n'ont aucun repère par rapport à tout ça, nous expliquer rapidement ce que sont ces trois phases, même si toi tu évoques aussi d'autres couleurs, d'autres phases, dont la phase au jaune dans l'autre livre que j'ai lu. Est-ce que tu peux expliquer à quoi ça correspond en termes d'état de conscience ou d'état psychique, chacune de ces phases, avant peut-être de nous donner un exemple de rêve vraiment emblématique de la phase au noir, puis de la phase au blanc,
puis de sel au rouge. Alors, je ne suis pas sûr que je vais te donner aujourd'hui des exemples de rêves emblématiques parce que je privilégie généralement les rêves récents, hein, les rêves qui m'ont été apportés dans les dernières semaines. Alors je pourrais évidemment en citer qui sont dans le livre, mais je ne les ai pas en tête. Les alchimistes considéraient l'œuvre noire comme un premier résultat. L'assombrissement de la conscience comme un premier résultat, même si ça ressemblait beaucoup à un état dépressif. État dépressif parce que l'inconscient impose sa loi, les références en fonction desquelles on a vécu deviennent inopérantes, inefficaces, que l'énergie est basse, que les rêves qui nous sont donnés, qui peuvent être des rêves de tombe ou de charogne, pour parler de manière générale, nous dépriment, nous pèsent, ils pèsent d'un poids de plomb. Cette phase de l'œuvre était associée à la tête de corbeau, d'ailleurs. Ça peut être terrifiant, d'ailleurs, aussi. Alors, ça peut être relativement terrifiant et c'est le moment où on a le plus besoin d'être accompagné par quelqu'un qui y est passé avant nous. C'est comme un processus de destruction, mais de destruction qui va s'avérer créatrice, l'œuvre noire. Bon. Dissolution, c'est le terme qui est utilisé. On va parler de dissolution de la conscience aussi. Et c'est le moment où l'exercice de la volonté est le plus difficile, voire même il est impossible. C'est le moment où il faut se laisser faire, accueillir les contenus qui montent, les images, les visions, les rêves, quoi qu'il en coûte. Et bien évidemment, avec le concours de celui ou de celle qui nous accompagne, essayer de mettre ça en rapport avec la vie, avec l'histoire, avec les difficultés que l'on a pu ressentir, avec des souvenirs enfouis, avec tout un tas de blessures aussi. Mais au cours de cette phase, on sent véritablement la force de l'inconscient qui nous met la tête sous l'eau. Voilà, c'est ça l'œuvre noire. Mais en même temps que ces images déprimantes, apparaissent des contenus significatifs. C'est-à-dire que dans le même temps, on voit des germes, on voit des choses qui sont en train de se reformer. Tout ce qui apparaît au cours de l'œuvre noire, tout ce qui est mis sur la table va devoir être longuement médité, longuement analysé. Et ça, c'est le moment de l'œuvre au blanc qui dure un certain temps. En fait, l'œuvre noire et l'œuvre au blanc sont indissociables. Bon, il ne peut pas y avoir d'œuvre au blanc s'il n'y a pas eu d'œuvre noire. Et par ailleurs, le but de l'œuvre noire, c'est l'œuvre au blanc. Alors je crois que tu as utilisé le terme d'ordonnancement, c'est ça, de l'inconscient. Alors, il s'agit d'une certaine façon, oui, de mettre en ordre ce qui ne l'a pas été. Mais là, l'œuvre blanche, c'est le moment où, je dirais, les efforts de l'alchimiste sont les plus importants. Au cours de l'œuvre noire, il encaisse. Il reçoit des tombereaux d'ombre, des tombereaux de choses qui n'ont jamais été travaillées. Bon. Il est dans l'affliction, il est dans le côté sombre de la divinité, on va dire. Et puis, tout ce qui a été amené demande à être analysé, demande à être considéré, demande à être travaillé,
demande à être mis en perspective, demande à être assumé d'abord, assumé. Et si ce travail est fait correctement, on se rend compte que montent de l'inconscient des images de blancheur, des perles apparaissent. L'eau de l'inconscient nous lave, on devrait dire des choses comme ça. Elle nous lave, elle nous réunifie, elle nous réinitialise, elle nous purifie. Bon. L'œuvre au blanc, ça prend un certain temps. Hein. Ce n'est pas l'affaire de... C'est peut-être là justement où le patrimoine apporte une aide, dans le sens, peut-être qu'il a comme fonction, je pense aux dispositifs initiatiques comme les soutens initiatiques, de déclencher, d'accélérer le déclenchement de la phase au noir, mais peut-être aussi que ces dispositifs-là, en fait, permettent de ne pas désespérer et d'anticiper ou de projeter ce qu'il pourrait y avoir au terme de ce processus. Alors, lorsque l'on peut-être donner du courage, lorsque l'on vit l'œuvre noire, on a beau avoir une connaissance théorique de la succession des phases, je dirais qu'on s'en fiche complètement. Ça n'est pas du tout opérant. On est tellement secoué qu'on est plutôt dans la désespérance que dans l'espérance que ça finira un jour. On pense que ça finira jamais. Bon. Non, ce que je veux dire, parce que j'exagère bien sûr, c'est que la connaissance théorique n'a jamais atténué la force de l'épreuve. Voilà. Par contre, l'adepte, l'alchimiste, débutant, il a un aîné ou une aînée avec lui, qui lui sait, et qui va tenir le bout, qui va contenir, je dirais, la difficulté de l'épreuve, la souffrance de son patient, qui va être comme une prise de terre pour son patient, pour celui qui l'accompagne. Et cette connaissance des phases, elle est beaucoup plus importante pour l'alchimiste, le thérapeute qui guide, que pour celui qui vit l'épreuve. Moi, je pensais d'ailleurs moins en termes de connaissance de phases que d'aide apportée par les images archétypales extérieures. Alors, comme on est aidé dans les rêves. Alors, parce que là, il y a de l'énergie aussi. Effectivement. Il y a des images qui viennent nous nourrir, des images qui viennent nous éclairer, des images qui viennent nous apporter une perspective. Elles apparaissent en même temps que l'épreuve, elles n'apparaissent pas forcément à la fin de l'épreuve, de l'œuvre noire. Mais je dirais que après un certain temps d'œuvre noire, il y a de plus en plus d'images réparatrices, dynamiques, organisatrices. Ça peut être tout simplement d'ailleurs des mandalas, des images, des cercles. Mais il y a aussi des lieux, ce qu'on appelle les hauts lieux, ont probablement cette fonction-là. Alors, il est possible que l'architecture sacrée exerce des effets énergétiques. Bon, moi j'ai senti ça très fort, non pas dans des lieux à proprement, caractérisés comme alchimiques, mais j'ai ressenti ça en Provence, dans certaines églises. Je pense à Sénanque, mais c'est pas Sénanque, c'est le Toronnet. Alors j'ai senti ça de manière extrêmement forte au Toronnet, qu'un lieu était capable de me mettre en ordre. Voilà. Et puis il y a peut-être des lieux aussi qui correspondraient plus à la phase au blanc, qui sont comme des livres qui apportent des informations qui vont nourrir son intégration et nous
permettre de tisser quelque chose de nouveau qui permettra de renouveler foncièrement notre vie. Alors, la méditation des symboles, qu'il s'agisse de ceux qui nous sont donnés dans nos rêves, il y a des symboles qui nous sont donnés dans les rêves, ça peut être des petits symboles, ça peut être des très grands symboles. Bon, un dragon, c'est un symbole. Hein, bon. La méditation des symboles peut avoir une efficacité. Elle nourrit le psychisme. Que ces symboles soient dans des livres, que ces symboles soient dans des monuments, ou que ces symboles soient donnés dans nos rêves et nos visions. La différence, c'est que dans nos rêves et nos visions, ils n'apparaîtront pas sous une forme pure, comme dans les livres ou sur les façades des bâtiments. Bon. Ce qui est intéressant aussi, le fait qu'il y ait des dispositifs à l'extérieur, ça donne l'impression finalement que le dehors s'inscrit dans cette dimension des choses, enfin, que ce n'est pas simplement un monde intérieur, que en fait le monde reflète ces structurations psychiques qu'on est en train de déployer en soi. C'est-à-dire qu'elle est aussi à l'échelle plus grande que celle de notre être. Cette structuration psychique, elle a en tout cas de grandes conséquences dans les événements que l'on traverse, dans nos créations, dans le rapport que l'on a avec la matière. Il est même possible que l'on puisse, dans une certaine mesure, modifier le cours des événements et avoir une influence sur la matière grâce à cette structuration psychique et grâce à cette relation avec une sagesse que l'on a acquise à force de travail. Si ces symboles se sont inscrits dans les salles de certaines églises, de certains châteaux, de certains palais, c'était à la fois parce que ceux qui les ont inscrits étaient dans une recherche et que les inscrire, ça soutenait leur recherche. Peut-être avait-il réalisé intérieurement quelque chose qui s'inscrivait dans ces symboles que l'on voit dans les maisons alchimiques. Peut-être que ils inscrivaient le résultat de leur propre cheminement. Je l'espère en tout cas. On pourrait penser que les anciens étaient davantage en relation avec l'âme du monde que nous le sommes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle âme du monde ? C'est une sagesse créatrice et ordonnatrice de l'univers. L'âme du monde, c'est l'ensemble des idées formatrices et créatrices qui se trouvaient dans l'esprit de la divinité quand elle a créé le monde. Et cette âme du monde, elle s'inscrit dans la matière. L'âme du monde, on pourrait dire que c'est l'ensemble des images archétypiques, celles à partir desquelles va se déployer la création. Est-ce que c'est pas justement l'œuvre blanc un déploiement partiel à l'échelle de l'être humain de cette âme du monde et qui, lorsqu'elle se projette dans des proportions plus ou moins impressionnantes, nous donne une idée, mais pas simplement qu'une idée, nous ramène à cette présence projetée par la créativité.
Moi, j'aurais tendance à penser que l'union avec l'âme du monde concerne plutôt la troisième partie de l'œuvre. Je la rattacherai plutôt à l'œuvre rouge. Le terme de l'œuvre rouge, c'est l'union avec l'unus mundus. L'unus mundus, ce sont les archétypes de l'inconscient collectif en termes modernes, mais c'est surtout la source de tous les phénomènes physiques et psychiques, de tous les phénomènes qui apparaissent soit sous une forme psychique, soit sous une forme physique, et parfois en même temps d'ailleurs. Lorsque l'alchimiste a été suffisamment purifié après une longue œuvre au blanc, il peut s'unir au macrocosme, il peut devenir un microcosme et sentir qu'il est soumis aux mêmes lois que celles qui régissent le macrocosme et l'univers. Et dans cette unité microcosme-macrocosme, il est une des conséquences, je dirais, c'est que les lois naturelles s'inscrivent dans les créations de l'homme. D'où l'architecture sacrée, d'où l'utilisation des nombres, d'où une reconnaissance beaucoup plus nette des influences naturelles que l'on ne cherche pas à contrarier, mais au contraire que l'on sert. Alors, pour en revenir à ce qui s'inscrit dans la pierre, dans les livres, et qui a servi de guide, mon opinion oui, c'est une opinion finalement, mais qui corrobore celle de Jung, c'est que ce qui s'est inscrit s'est formé d'abord dans l'esprit de l'alchimiste. L'alchimiste contemplait, scrutait passionnément les secrets de la matière lors de ses opérations avec les différentes substances. Et en même temps qu'il était dans cette attention, naissaient en lui des images qu'il attribuait à la matière qu'il observait. Je ne tranche pas sur le fait qu'il y ait une conscience dans la matière. Moi, je pense qu'il y en a une, mais bon. Après, c'est un peu la réflexion de Plotin aussi, qui dit que la matière est informée par le principe. Elle est la forme la moins informée. Elle est informée par le principe, mais il est possible aussi que dans cette matière, le principe soit profondément enfoui. Si nous voulons aujourd'hui nous attaquer de manière plus lucide au problème du mal, il va falloir que nous aimions cette matière et que nous recherchions ses secrets, et pas seulement sous forme de lois scientifiques. C'est ce que tentaient de faire les alchimistes. Ils cherchaient un secret qui était enfoui dans la matière et dans le corps. Il n'est pas sûr qu'ils l'aient trouvé, et on n'a jamais entendu dire qu'un alchimiste ait fait véritablement de l'or. Par contre, l'inconscient, ce que les modernes appellent l'inconscient, est peut-être le langage de la matière. Il est possible qu'en scrutant la matière dans l'inconscient,
on puisse moins en être captif, on puisse être moins fasciné par elle, on puisse être moins possédé par elle. Parce qu'elle a beau être la chose la moins subtile du monde, la matière, elle n'en exerce pas moins un pouvoir très important. Il n'y a qu'à voir la façon dont on court après l'argent, les possessions et le reste. Donc elle a un pouvoir. Bon. Il faut aller voir pourquoi elle exerce ce pouvoir. Si on méprise la matière, elle nous nuit. Ça, j'en suis persuadé. Et j'en ai fait expérience, et beaucoup d'autres en font l'expérience. Le matérialisme moderne est dû à une mauvaise considération de la matière. C'est la revanche de la matière qui a été délaissée. Voilà. Et aujourd'hui, le travail avec l'inconscient nous permet de rentrer dans cette matière et de ne plus la délaisser. Alors justement, on peut reprendre le jeu de mots, le calembour de Burensteinas, la matière. C'est-à-dire que la matière, c'est aussi l'âme qui est reléguée. Le matérialisme, c'est en fait réduire la matière à en fait une surface, une interface, et donc réduire aussi le champ de l'existence à cette dimension limitée de la matière, qui a une dimension aussi psychique ou psychico-spirituelle. Oui, je pense. Le mercure des alchimistes, c'est l'esprit dans la matière. C'est toute la matière, la totalité de la matière, mais pas réduite à la saisie d'une surface. C'est comme si en fait, on prenait le monde comme un terrain de foot, alors qu'on vit sur une planète. C'est-à-dire qu'on a restreint le champ de notre considération à une dimension du vivant, en fait, qui est extrêmement réduite. Et la partie qui est négligée, donc la matière, qui est plus qu'un tiers, qui est au moins 2/3, se manifeste et demande à être pris en considération à travers les productions oniriques, et puis peut-être aussi à travers toutes ces structures architecturales. C'est-à-dire qu'il y a des images, il y a des structures mathématiques, et il y a des profondeurs en fait qui sont susurrées par certains lieux qu'on appelle les hauts lieux, parce qu'ils nous renvoient justement au fait qu'on n'est pas des êtres vivants faits pour simplement vivre dans un plan. Et il y a des choses qui doivent être ressenties, pas comprises, mais ressenties. Ça, c'est une façon de mettre Et c'est pour ça, je pense le cul par-dessus tête. Les souterrains initiatiques avaient certainement cette visée de confronter d'abord les êtres humains à leur propre obscurité. Les souterrains, ça crée un état psychique particulier, parce qu'on n'y voit pas forcément clair. On est contraint d'utiliser le boyau, le souterrain. On n'a pas de liberté, on n'y voit pas clair. On sent un peu l'infirmité de son corps. On ne sait pas exactement vers où ça mène. Vers ses repères. C'est une expérience qui ressemble étrangement à celle que l'on peut avoir effectivement dans nos rêves ou dans notre vie, où parfois on est dans un tunnel, on ne sait pas où ça va, et en même temps on est contraint de continuer à emprunter le tunnel. Et c'est pour ça que moi je pense vraiment que les dispositifs que les anciens se sont donné la peine, parfois au prix d'un travail considérable et pénible, je pense notamment à un site dont on va parler au festival, qui est la Bouve des Chevaliers, qui a un système, une structure de complexité redoutable. Et pourquoi ils ont fait ça? Moi je pense, c'est une hypothèse, que ça avait comme visée d'accélérer le processus, avec l'idée d'une urgence à s'élever, à remonter vers le principe. Je ne suis pas sûr qu'on puisse accélérer le processus, mais par contre, on peut
organiser la méditation, on peut fixer l'attention sur ce processus. Et les représentations iconographiques, les sculptures, etc., peuvent contribuer à rendre les spectateurs pieux, je dirais, à fixer leur attention sur une réalité qui se déroule en eux aussi. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ça puisse accélérer le processus. Ça peut le stimuler, mais pas l'accélérer. On ne peut pas accélérer, je ne crois pas. Il y a quelque chose qui échappe à la volonté. On peut se raccorder au processus, on peut s'assujettir au processus, mais on peut... Est-ce que notre attention le favorise? Peut-être, oui, sans doute même, après tout. Notre attention au processus le favorise. Et est-ce que ces représentations iconographiques, ces sculptures soutiennent, renforcent notre attention? Ben, on peut l'espérer. On a la chance d'ailleurs d'avoir tous ces dispositifs sur notre territoire, parce qu'il y a des pays où il n'y a aucun dispositif, et les gens peuvent être vraiment complètement aveugles, complètement en fait enfermés dans la dimension du monde et de son fonctionnement. Nous, on a la chance quand même d'être détournés un peu de notre fonctionnement par tous ces éléments, notre patrimoine, qui nous susurrent à l'oreille. C'est pour ça que moi je pense même, des gens parfois disent, bon, des lieux comme le Mont Saint-Michel ou Montmartre, c'est tellement touristique qu'il ne se passe plus rien. Mais moi je ne suis pas certain. Je pense que même les mouvements de masse touristiques, en fait, vont inconsciemment vers des lieux qui aimantent et qui certainement fonctionnent encore dans leur sollicitation. La question c'est, est-ce qu'il y a des environnements favorables pour poursuivre sa quête? Tout à fait. On peut l'espérer. Je dirais sans doute, dans la mesure où dans de tels lieux, on cultive une certaine concentration, dans la mesure où l'on est en retrait par rapport à des sollicitations qui nous dispersent, dans la mesure où ça favorise l'introversion. Parce qu'il y a aussi des lieux qui ont quand même une phénoménologie et psychico. Alors physique. Effectivement, il y a c'est quand même assez troublant. Hein. Il y a des lieux où la nature parle davantage, où l'énergie est plus forte. Oui, et secoue le cocotier un peu, d'une certaine façon. Ça dépend ce qu'on fait de l'énergie qu'on reçoit. Ça dépend ce qu'on fait de l'énergie qu'on reçoit. Mais il y a incontestablement des lieux sources. Incontestablement. Des lieux opératifs aussi, on pourrait presque dire. Des lieux opératifs, des lieux qui guérissent indépendamment de nos efforts, je ne sais pas. Peut-être que quelque chose s'est condensé qui nous favorise aujourd'hui. On peut espérer que dans ces lieux, quelque chose de favorable se soit condensé. Est-ce que cette pierre philosophale qui est équilibre, clarté, fermeté intérieure, perception d'une sagesse qui vient d'ailleurs, etc., etc., est-ce qu'elle s'est formée en nous? La seule fréquentation des lieux ne garantit absolument pas que ce soit le cas. Est-ce que la fréquentation de tels lieux, tu vois, je fais l'avocat du diable, hein, c'est bien. Est-ce que la fréquentation de tels lieux peut mettre des gens en route? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que ça peut mettre des gens en route? Je ne sais pas. Après tout,
les voies de la Providence sont impénétrables. Et c'est peut-être des petites infractuosités dans les murs de notre monde fermé et clos quand même. C'est toujours mieux que de toute façon que rien. Oui. Et puis il y a quand même des... Alors c'est aussi une question de sensibilité, c'est-à-dire que si on est déjà un peu en route ou sur un chemin, la sensibilité elle va être peut-être plus développée vis-à-vis de ces lieux qui semblent quand même avoir des propriétés, je dirais psychico-spirituelles. Mais tu me donnes très envie d'être à Fervaques. Oui, déjà, Château de Fervaques. Je pense que ça va être une expérience importante pour moi. Eh ben, on sera heureux de t'y retrouver et puis de partager ensemble tous nos options de perception et de compréhension de la vie, peut-être tout simplement aussi.